Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, merci à tous nos auditeurs d'écouter ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. J'accueille aujourd'hui Marc Ichou, qui est le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, qui est PUPH, professeur des universités et praticien hospitalier en cancérologie à l'Université de Montpellier. Bonjour Marc. Bonjour Gérard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Mon parcours est d'abord celui d'un médecin. Donc, j'ai fait mes études de médecine à la faculté de Montpellier. Puis, j'ai fait un internat de gastro-entérologie au départ. Et j'ai fait une formation de cancérologie complémentaire à l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif. Et puis, je suis revenu sur Montpellier pour développer notamment ce qu'on appelle la cancérologie digestive. C'est avec la prise en charge médicale des cancers digestifs. Et puis, j'ai intégré le centre Val d'Orel à l'époque, déjà il y a une petite trentaine d'années, où j'ai développé donc ce secteur. Je suis devenu donc effectivement professeur de cancérologie à la faculté de médecine de Montpellier. Et puis, j'ai dirigé le cancéropole Grand Sud-Ouest avec les équipes de Toulouse et Bordeaux. Et ensuite, j'ai créé et dirigé le CIRIC Montpellier Cancer, qui est le site de recherche intégré en cancérologie, qui est un label qu'on a obtenu. Il y en a 8 sites en France, dont Montpellier. Et donc, on est assez fiers parce que c'est un site d'excellence en cancérologie. Et puis, depuis maintenant 5 ans, puisque mon mandat arrive à la fin, là, au mois d'avril, donc je suis le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, Val d'Orel. Depuis 5 ans déjà ? Eh oui, le temps passe vite. Oui, c'est clair. Je pensais que ça faisait moins longtemps. Je voudrais que tu nous en dises, alors pour le coup, un tout petit peu plus sur l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier. Alors, je ne savais pas, je l'ai appris en préparant cet épisode. En 1923, il y a un arrêté ministériel qui crée l'ICM et il y avait 5 lits, je crois, tu vas nous confirmer ça, dans un hôpital montpelliérain. Et 100 ans après, c'est un établissement qui est un des meilleurs du monde, classé en oncologie selon Newsweek comme un des 100 meilleurs. Ouais, un des 100 meilleurs centres. Alors, comment vous êtes arrivé en 100 ans à faire ça ? Alors, je ne vais pas peut-être raconter tous les 100 ans. Non, pas tous les 100 ans. Toutes les étapes. Non, mais c'est sûr que nous faisons partie des centres de lutte contre le cancer, effectivement, les prémices ont été il y a une centaine d'années, au moment en fait de Curie, c'est Marie Curie qui a inventé le radium et la radiothérapie, et les centres se sont construits au départ autour des appareils de radiothérapie dans les hôpitaux. Et au départ, le centre Val d'Orel était dans l'hôpital Saint-Éloi. Et en fait, ces centres, leur statut a été créé après la guerre, en 1945 par le général de Gaulle, pour créer justement des structures qui étaient dédiées totalement à la lutte contre le cancer. Et actuellement, nous sommes 18 centres en France de ce type. Bon, les plus connus sont les Parisiens Gustave-Roussy et l'Institut Curie, mais nous avons le même statut. Nous sommes ce qu'on appelle des ESPIC, c'est-à-dire des établissements de santé privés, mais d'intérêt collectif. Nous sommes des centres universitaires, parce que nous avons des universitaires, des internes, et tous nos médecins sont salariés et même renoncent à toute activité de consultation privée. Donc, il n'y a aucune consultation privée dans les centres, ou acte privé, acte libéral. Et nous sommes totalement dédiés à la lutte contre le cancer, avec 4 missions. Le soin, bien sûr, la recherche, qui est un élément essentiel, la prévention, qui est aussi très important chez nous, et une particularité du centre de Montpellier avec le centre Épidore de prévention. Et puis l'enseignement et la formation, notamment dans tous les métiers de la cancérologie. Alors, c'est très bien, c'est une très bonne transition, puisque effectivement, j'avais noté que dans les 4 missions, il y avait la formation. Tu peux plus particulièrement nous parler de cette dernière, Marc ? Comment ça se passe à l'ICM ? C'est quoi la formation à l'ICM ? Alors, bien sûr, nous participons à l'enseignement universitaire, puisque nous avons des universitaires. D'ailleurs, nous sommes responsables
du module de cancérologie à la faculté de Montpellier. Nous avons plusieurs universitaires, nous formons des étudiants en médecine, nous formons des internes en médecine dans toutes les disciplines. Et puis, nous faisons aussi de la formation interne et externe pour tous les professionnels de cancérologie. Et il y a 5 ans, quand j'ai pris un peu les manettes de l'ICM, j'ai notamment créé ce qu'on appelle l'école de cancer de Montpellier. C'est-à-dire que c'est une école qui est en lien avec la faculté de médecine et l'université, mais qui est une école de l'ICM et qui a pour vocation à proposer des formations à tous les métiers de la cancérologie, que ce soit les infirmières, des manipulateurs radiothérapie, des aides-soignants, des secrétaires médicales, etc. Tout ce qui est lié à la pratique de la cancérologie. Et donc, nous formons en interne notre personnel, puisque nous avons un gros budget de formation chaque année, mais nous formons aussi des personnels extérieurs dans le cadre de ces formations de l'école du cancer. Et les formations externes, c'est qui? C'est d'autres médecins, d'autres infirmières? Ce sont des professionnels de santé. D'accord. Bien sûr, des médecins, généralistes, spécialistes, des infirmières, des manipulateurs, des assistants médicaux, des kinés, des pharmaciens. D'accord. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les professionnels de santé liés à la cancérologie. Et donc, les formations internes ou externes, vous les faites comment? Quels sont les supports? J'imagine qu'il y a du présentiel. Est-ce qu'il y a du digital? On a beaucoup fait d'abord par du présentiel de façon classique. Et puis, on s'est équipé d'une plateforme numérique qui permet aussi de faire des formations à distance avec des formations de type e-learning, Et donc, on a commencé ça avant l'épisode Covid, bien sûr, mais vous imaginez bien que ça s'est développé beaucoup cette année-là, en 2020, et qu'on a transformé un certain nombre de formations qui étaient plus présentielles en formations à distance. D'accord. Donc, formation innovante. Tu nous as parlé du e-learning. Donc, c'est quelque chose, effectivement, avant, puis maintenant, j'imagine, post-Covid, que vous avez fait. Il y a d'autres systèmes que vous utilisez. Comment vous formez sur la partie manipulation? Alors, je parle pas simplement des manipulateurs radio, je parle vraiment des gestes techniques ou des choses comme ça. Alors là, on est plutôt en présentiel. Et là, on a des formations avec... on a des formations avec des mannequins, par exemple, mais ça, c'est notamment pour les gestes d'urgence qui sont faites. Et puis, alors, on a une formation particulière parce que tu sais que l'apprentissage, maintenant, de plus en plus, se fait ce qu'on appelle par l'apprentissage par simulation. C'est-à-dire que, de façon générale, en médecine, on considère qu'il ne faut jamais la première fois chez le patient. Et que la première fois, un geste technique, un geste de réanimation, une ponction, il faut la faire d'abord de façon virtuelle ou sur un mannequin ou sur un objet virtuel pour se former avant de la faire chez le patient. Moi, quand j'ai commencé la médecine, on commençait à faire les ponctions lombaires la première fois chez le malade. Voilà. Ouais. Maintenant, on l'a fait sur un mannequin ou sur un objet virtuel qui mime, si tu veux, le geste de ponction lombaire. Pareil pour les endoscopies, pareil pour les actes chirurgicaux, etc., etc. Et alors, l'originalité qu'on a développée à Montpellier, qui s'apparente à cet apprentissage par simulation, c'est non pas seulement un apprentissage technique, qui se fait bien sûr de façon très importante, notamment à la nouvelle faculté de médecine de Montpellier, mais un apprentissage sur la relation médecin-malade. Et la relation médecin-malade au travers de l'annonce des mauvaises nouvelles. Et donc, comme mon domaine, c'est la cancérologie, et que parmi les mauvaises nouvelles que doivent annoncer les médecins, le cancer est probablement la plus emblématique, on a créé, depuis une quinzaine d'années déjà, des ateliers de formation, d'abord pour des jeunes médecins en cancérologie, puis maintenant pour tous nos étudiants en médecine de la faculté de Montpellier, des ateliers de formation à l'annonce au travers de scènes de théâtre, c'est-à-dire où les acteurs jouent le rôle de patients et de famille, et sous le double regard du médecin et du metteur en scène. C'est-à-dire que les étudiants en médecine ou les jeunes médecins
vont faire leur annonce de cancer, ou de récidive ou de soins palliatifs à des acteurs. Donc c'est une façon de simuler, hein, c'est une simulation. Ils le font vis-à-vis d'acteurs qui jouent le rôle de patient ou de famille. Et il y a ce double regard du médecin pour la stratégie d'annonce et puis du metteur en scène pour tout ce qui est le non-verbal, qui a une importance majeure dont on ne se rend pas compte quand on est face à des patients, face à des familles. Mais tout cet aspect de présence, de regard, de verticalité, tout ce qui est de non-verbal a une importance majeure. De même que l'articulation, que la façon de choisir certains mots ou d'autres, a aussi une importance majeure qui va au-delà simplement du discours technique, hein, et du savoir médical. Et c'est ce qu'on essaie de développer et de faire, de sensibiliser les futurs médecins notamment au fait que leur présence, leur empathie, tout en gardant une distance clinique, va être aussi importante que leur savoir médical. Et donc, on travaille beaucoup sur le savoir-être. Bravo pour ça. C'est quelque chose qui est fait qu'à Montpellier. Alors, malheureusement, je dirais oui pratiquement, puisque nous avons introduit cette formation obligatoire à la faculté de médecine grâce aux doyens Bringer à l'époque, oui, Mondin maintenant, Bringer, oui, qui ont tous les deux vraiment été très aidants, ainsi que le président d'université Philippe Auger, puisque depuis 8 ans maintenant, cette formation est obligatoire. D'accord. Pour tous les étudiants, toute la promotion de 4e année de médecine, qui tous passent à un moment donné sur ces ateliers pour la première fois, parce qu'ils ont, eux, jamais annoncé encore de mauvaises nouvelles, ils n'ont jamais été... Donc la première fois, ils vont faire ça à blanc devant ces acteurs. Et malheureusement, je crois que nous sommes la seule faculté de médecine où cette formation est systématique et obligatoire. D'accord. Il y a quelques autres expériences ailleurs, mais qui ne sont pas de la même dimension. Je trouve ça fantastique. Enfin, c'est une des rares fois... que j'entends ça, qu'il y ait une formation qui est aussi aidante pour des futurs médecins qui vont effectivement malheureusement annoncer des mauvaises nouvelles, et avec la plus grande humanité qui soit. C'est quelque chose que tu pourrais amplifier, ou c'est chaque finalement hôpital, chaque université qui décide? C'est difficile. Alors, parce que l'idée est excellente. Ce qu'on souhaiterait déjà au sein de la faculté de médecine de Montpellier, c'est amplifier encore ce type de formation, c'est-à-dire tout au long du cursus des étudiants, c'est-à-dire introduire une part de formation au savoir-être de plus en plus importante. Et là, vraiment, la faculté de médecine est en pointe là-dessus, oui, à travers ces ateliers et puis d'autres types de formations. Et ça, vraiment, on a des projets pour vraiment étendre ce type de formation tout au long d'un cursus, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre énorme entre tout ce qui est le savoir médico-scientifique et tout ce qui va être quand même l'essence du métier de médecin, c'est-à-dire le relationnel, quoi. Écouter un patient, lui parler, trouver les bons mots, l'encourager, le rassurer, etc. Et tout ça, c'est aussi essentiel, si je puis dire, que le savoir lui-même est médical. Après, on essaie de faire passer la bonne parole dans toutes les facs, auprès des collègues. C'est pas facile parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une conjonction d'énergie, de gens qui portent ça et d'une faculté qui ouvre la porte à ce type de formation. Et j'espère que ça va devenir de plus en plus présent dans les facultés de médecine. D'accord. Je me souviens d'une conversation d'ailleurs qu'on avait eue ensemble il y a déjà quelques années sur l'intelligence artificielle, où tu faisais écho à ça. C'est-à-dire que je voudrais pas trahir tes propos et tu me dis si je me trompe ou pas, mais il me semble que tu m'avais dit que finalement il y avait des notions techniques, des éléments techniques qui allaient être mieux faits par l'intelligence artificielle, mais justement que ça allait remettre le médecin au centre et finalement lui donner encore plus d'humanité et peut-être même le remettre au centre de son métier. Je trahis tes propos ou c'est... Absolument pas. Tu as parfaitement... J'avais intégré. Parfaitement intégré ça. Et c'est vrai qu'on constate le fait que d'abord, la médecine devient de plus en plus technologique. Oui. Maintenant, les écrans, les imageries, les tests, etc., la génétique prennent de plus en plus de place. De ce fait, les médecins se sont beaucoup trop concentrés
sur toute cette technologie, parce qu'il a fallu la maîtriser et s'en emparer. Mais ils ont perdu un petit peu, je dirais, la parole, le contact humain, et c'est ce que souvent on reproche dans les divers hôpitaux, c'est ce manque des fois de relationnel. Et j'espère que finalement, l'intelligence artificielle qui va arriver va aider. C'est une aide, une aide à l'intelligence, une aide à la décision, mais qui va finalement permettre de passer peut-être moins de temps à l'acte technologique, aidé par cette intelligence artificielle, et que j'espère qu'on va prendre conscience de ce besoin vont avoir les patients d'avoir des médecins qui justement vont humaniser cette relation, humaniser cette prise en charge, et qu'on ne sera pas soigné, bien sûr, par des robots, par des ordinateurs. Mais ça, tu ne m'avais pas dit. Voilà. Mais que le médecin va être l'intermédiaire, justement, entre cette intelligence dite artificielle ou augmentée et le patient, pour lui faire passer les bons messages, prendre les bonnes décisions, et l'écouter aussi. Mais ça, vous le faites déjà. Je crois que vous avez reçu un superbe appareil dont je m'en excuse, oublié le nom. Et j'ai lu ça dans la presse, et vous êtes déjà très, très innovant là-dessus. Alors, on est très innovant dans le domaine notamment de la radiothérapie. Et c'est ça. C'est notre domaine d'expertise, puisque c'est un des traitements essentiels du cancer. Et la radiothérapie est de plus en plus guidée par l'imagerie maintenant. Et les progrès de l'imagerie sont de plus en plus liés au progrès de l'informatique, des logiciels et donc de l'intelligence artificielle. Et donc effectivement, nous sommes les premiers en France et même en Europe à développer tout un programme de ce qu'on appelle de radiothérapie adaptative, guidée par l'intelligence artificielle, qui permettra, on l'espère, parce que c'est encore en évaluation et en devenir, qui permettra un guidage de la radiothérapie, de la dose de radiothérapie de façon automatique pendant la période de traitement, à un moment donné où le patient est sous la table et avec la respiration, un certain nombre de tumeurs vont bouger. Et donc, les calculs qui ont été faits au départ seront plus totalement valables. Et on va essayer d'automatiser cette adaptation en permanence grâce à l'intelligence artificielle. Et justement, alors c'est un sacré changement, j'imagine, pour les médecins, bien sûr, mais également j'imagine qu'il y a des manipulatrices radio qui interviennent. Comment vous les formez là? Parce que c'est des technologies qui n'existaient pas, il va falloir apprendre, les accompagner. Ça se fait comment? Ah oui, c'est un enjeu majeur. Donc, il y a une formation continue à tous ces nouveaux logiciels. Et ça, c'est fondamental. Non seulement des manipulateurs, des physiciens. Il y a plusieurs métiers. Les physiciens qui calculent les bonnes doses, qu'on appelle aussi les dosimétristes, qui aussi sont sur la dose de rayon. Et donc, tous ces métiers sont en permanence formés. Dès qu'il y a un nouveau logiciel, une nouvelle technologie, il y a tout un temps de formation qui est essentiel. On sait à quel point c'est important. On l'a vu malheureusement, il y a eu des exemples, vous vous rappelez à Épinal, où il y a eu des erreurs liées justement à des nouveaux logiciels qui n'avaient pas été totalement intégrés par les praticiens. Et avec des gens qui se sont fait irradier fortement. La formation est fondamentale. À l'ICM, j'ai vu que vous accordiez, et tu nous le démontres effectivement avec le partenariat avec l'École nationale d'art dramatique, mais je crois que vous accordez une très grande place à la prévention. Et là aussi, comment le faites-vous? Est-ce que la formation, là aussi, il y a une grande place? Alors, effectivement, la formation à travers le centre Épidore, qui a plus de 30 ans maintenant, qui est un exemple unique dans les centres de lutte contre le cancer, dans le centre de prévention, qui est donc en relation avec l'ARS, mais aussi avec l'Éducation nationale et le rectorat. Et on a un partenariat vraiment très, très fructueux qui permet de former à la prévention les scolaires. Parce que notre cible, la prévention, c'est vraiment les jeunes. Et pour cela, on a un nombre d'actions très variées sur les dangers du tabac, de l'alcool. Et on se sert aussi de nouvelles technologies, comme par exemple des serious games qu'on a fait pour lutter et faire prendre conscience des risques du tabac, notamment chez les jeunes. On a tout un espace ludo-éducatif à Épidore avec, par exemple, ce qu'on appelle Épidore Market, qui est un petit centre commercial
fictif qui permet aux enfants de se rendre compte comment ils sont influencés ou pas pour choisir tel ou tel aliment. Oui, j'ai vu ça. Et comment ils peuvent faire attention à la qualité de ces aliments, etc., à leur prix. Voilà. Et donc, c'est toute une formation à comment bien consommer, en gros. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur les burgers. Ça m'a fait, fait sourire. Il y a les burgers. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, la technologie est très utile et elle permet, et en permanence, on essaie d'avancer là-dessus et de progresser parce qu'elle permet de faire mieux passer les messages. Voilà. Et puis, on a plein d'actions de prévention, une des plus emblématiques aussi. Alors là, on n'est plus dans le virtuel, mais c'est le grand défi Vivez Bouger. Ah oui. Pour stimuler et faire prendre conscience que l'activité physique est un élément essentiel de prévention à la santé. Tout le monde le sait, mais vous savez on a des taux d'obésité chez les jeunes qui sont en augmentation. Alors heureusement, on n'est pas encore comme aux États-Unis, mais malheureusement, avec la sédentarité liée aux écrans, la nourriture un peu trop riche et grasse, avec les pop-corn ou les chips ou les trucs comme ça pendant les écrans, et les boissons sucrées, etc., on a encore un taux d'obésité qui est en train d'augmenter. Et donc ce grand défi... c'est formidable parce que cette année encore, on va avoir près de plus de 15 000 scolaires qui vont être concernés et qui vont pendant un mois participer à récolter ce qu'on appelle des cubes énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils feront 15 minutes d'activité physique, ils auront des cubes énergie. S'ils amènent leurs parents, leurs frères et sœurs et tout, ils vont aussi accumuler des cubes énergie. Il y aura une sorte d'émulation pour voir celui qui ramène le plus de cubes énergie dans son école. Et donc on fait ça en partenariat avec le rectorat, avec... le monde sportif et puis l'ARS, bien sûr. J'ai vu que sur ce grand défi Vivez Bouger, il y avait des entreprises aussi qui avaient participé. C'est pas réservé juste pour les écoles. Non, les entreprises sont plutôt en termes un peu de sponsors. D'accord, c'est plutôt... Mais par contre, ceux qui participent, ce sont vraiment les écoles. C'est les écoles. C'est grâce à ce partenariat avec le rectorat, parce que nous avons des enseignants avec qui nous travaillons à Épidore, qui travaillent à Épidore avec nous, et qui permettent, de valider ces concepts pour les jeunes, et puis deuxièmement, de faire le lien avec les différentes écoles, collèges ou lycées, selon les cas. D'accord. Je voulais revenir, Marc, si tu le permets, sur l'école du cancer de Montpellier, parce que je voulais savoir, tu nous parlais des mannequins tout à l'heure. Est-ce que sur les gestes techniques, vous utilisez la réalité virtuelle? Est-ce que ou pas? Est-ce que c'est une chose que vous comptez utiliser? Ça peut avoir une utilité dans un institut comme l'ICEB, ou alors c'est vraiment les gestes sont tellement techniques et précis que c'est compliqué? Bon, pour le moment, dans notre domaine, on l'utilise pas pour l'enseignement. Ça, c'est utilisé certainement à la faculté de médecine. Oui, je crois, oui. De médecine, pour les actes de chirurgie, etc. Donc là, nous faisons ça dans le cadre de la faculté de médecine. À l'ICEM proprement dit, ces techniques de réalité virtuelle, pour le moment, nous les utilisons pour les patients. Sur les patients. Voilà, et on a par exemple des casques de réalité virtuelle pour les patients en cours de chimiothérapie, par exemple, pour leur permettre de s'évader un petit peu et de mieux tolérer les séances de chimiothérapie. Voilà, et on va développer aussi pour certaines chirurgies peut-être la réalité virtuelle pour aller avoir une vision encore plus précise de l'ensemble des vaisseaux, des nerfs, etc. Donc c'est plutôt dans ces domaines pour le moment que nous utilisons. Et en termes de formation, c'est vraiment utilisé à la faculté de médecine de Montpellier. D'accord, oui. Alors je m'excuse pour nos auditeurs, j'ai employé un acronyme qu'on connaît, toi et moi, qui est le CESI, qui est le Centre d'enseignement des soins d'urgence. Et effectivement, je crois qu'ils utilisent ce type de techno. Et je ne savais pas pour le coup que l'ICM, côté patient, utilisait la réalité virtuelle. De plus en plus. Et pour les enfants notamment, qui sont en cours de séance de rayon, par exemple. Oui, c'est vraiment magnifique et très sincèrement. J'imagine que le Covid, on va y venir parce que c'est malheureusement on est dedans, c'est l'actualité. La Covid. Soyons puristes. Soyons puristes. Tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est vrai que pour moi, c'est féminin, quoi. C'est un peu plus. Ouais. Je sais pas comment les auditrices vont le prendre. Mais bon. C'est comme ça, en tout cas. La Covid, ça a largement perturbé les congrès médicaux et les événements qui sont organisés par l'ICM.
Il y a un magnifique événement qui est organisé chaque année, auquel on a pu participer, on s'y voit très régulièrement. Comment finalement, en termes de congrès, d'événements scientifiques ou simplement ce que vous faisiez, où on se voyait tous en présentiel et il y avait une magnifique soirée organisée par l'ICM de collecte de fonds pour soutenir l'ICM, et on y reviendra un peu plus tard. Comment vous êtes organisé pour faire tout ça? En fait, tu remues le couteau dans la plaie, quoi. Oui. Parce que... Non, je voulais pas, je suis désolé. Vraiment, c'est une annus horribilis. Hein. Ouais, j'imagine. Et pour toutes ces réunions, pour tous ces congrès, pour tout. Bon, bien sûr, pour ces galas de charité dont tu parles, malheureusement, ça, c'est pas possible. Pas trouvé de solution? Non, enfin, si, alors. Si, je vais te raconter. D'abord, juste pour dire une chose, c'est les congrès. Pour les congrès, bon, il y a deux choses dans les congrès. Il y a écouter les conférences, participer. Et ça, le digital, on s'est aperçu que c'était vraiment tout à fait valable. Et en termes de taxe carbone, c'est extrêmement positif. Par contre, c'est vrai que dans les congrès, il y a un autre intérêt, c'est le côté relationnel, le côté contact, etc., qui est beaucoup plus difficile comme ça. C'est clair. Mais je crois qu'il y aura un avant et un après Covid, et qu'on ne fera plus les congrès comme on les faisait jusqu'à présent, et qu'il y aura beaucoup plus d'alternance entre du présentiel et du distanciel, comme on dit, avec une place de plus importante pour le distanciel, et on réservera le présentiel à chaque fois qu'il y a besoin de contact et de relations. Oui. Après, pour les galas de charité, alors on a fait quelque chose d'original il y a quelques jours, là. C'est grâce aux plateformes de réseaux sociaux. Et là, on a fait toute une opération qu'on va sûrement reproduire. Hein. C'est un concept qu'on a développé qui s'appelle Défi Star, où on a un certain nombre de personnalités du monde du spectacle, de cuisine, des chefs gastronomes, de Miss France, autres qui ont fait des interventions avec des défis comme préparer un œuf poché entre une actrice et un grand chef, comme faire une position de yoga apprise par Alexandra Rosenfeld, qui est une ancienne Miss France et qui est maintenant prof de yoga, etc., etc. Et puis des alternances avec des interventions de nos spécialistes, par exemple sur les bienfaits de l'activité physique ou sur une alimentation équilibrée liée à tous ces défis, et avec des entreprises qui nous ont aidés, et puis des gens qui peuvent lors de ce défi Star, faire des donations sur des plateformes. Sur une plateforme. Et donc ça a été pour une première fois un très beau succès. Et je pense qu'on va renouveler ça. Ça permettra, tout en étant chacun devant son ordinateur ou son smartphone, de participer à cette à ce mouvement de recueil de dons pour la recherche, parce que bien sûr l'objectif c'est aussi d'alimenter la recherche contre le cancer. Oui, j'imagine. Je me permettrai de donner le lien dans le podcast et de le relayer justement sur les réseaux sociaux, et ça permettra, je l'espère, d'augmenter encore les dons. Je crois que pour revenir à la formation, vous labellisez vos formations, c'est-à-dire que vous êtes labellisé à l'ICM organisme gestionnaire de développement professionnel continu. C'est quelque chose que vous faites systématiquement? Oui, alors on est organisme de DPC, c'est-à-dire de formation continue, qui est agréé. Et la grande nouveauté, c'est que cette année, nous allons faire la certification de l'école du cancer. Il y a une certification maintenant pour ces écoles de formation. Et donc, nous sommes entrés cette année, là, nous commençons, et d'ici la fin de l'année, j'espère, nous aurons obtenu la certification des écoles de cancer, des écoles de formation, pour notre école du cancer de Montpellier. D'accord. Donc ça va être un plus, et c'est un gros travail, bien sûr, oui, j'imagine, pour avoir une démarche qualité qui soit rigoureuse et qui coche toutes les cases de la qualité, et de façon à être pérennisé comme organisme de formation reconnu. D'accord.
On va arriver à la conclusion de ce podcast. Je voulais te remercier, Marc, pour cette intervention. Il y a eu vraiment des choses splendides et merci pour ce que tu fais, ce que l'ICM fait. Oui, c'est collectif. Hein. Oui, je sais que c'est collectif. C'est pour ça que je sais que vous êtes nombreux à l'ICM. Ah oui, c'est vraiment une équipe formidable. Et oui, j'allais le souligner, l'équipe est formidable. Je voulais remercier nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Je voulais dire que vous pouvez soutenir l'ICM. Chaque donateur est essentiel pour faire avancer la recherche et l'innovation contre le cancer. Et que vous soyez un particulier, si vous écoutez ce podcast, une association, une entreprise, vous pouvez soutenir concrètement et de différentes manières la lutte contre le cancer. Et je vous donne rendez-vous sur www.icm.unicancer.fr. C'est très facile parce que vous avez un petit icône pour en savoir plus. Vous cliquez dessus et tout le reste est très très bien décrit. Un très très grand merci, Marc, pour ton intervention et ton temps. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et merci aux auditeurs et vous êtes bienvenus effectivement sur le site pour avoir toutes les informations nécessaires. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.